Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Écoutez, c'est un choix. On donne 200 milliards aux entreprises, c'est un choix aussi. Vous créez une richesse globale et vous choisissez où vous la louez. Alors si les gens vous disent « oui, mais c'est dégueulasse avec le système de répartition », les vieux ont beaucoup d'appartements, ils ont un grand patrimoine. D'accord, taxons le patrimoine. Ah oui, mais c'est dégueulasse parce qu'il y a des super retraites. La retraite de Nicolas Sarkozy ou la retraite de Moscovici, qui sont des retraites à 15, 20 000 euros. Très bien, taxons plus les hauts revenus. Ah ben non, on veut pas de ça, non. Ben voilà. On veut pas de ça. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas seulement. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Et on en a du travail, Le média est en pleine riposte. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous, alors signez et faites signer la pétition sur tnt-d-1d.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, est-ce qu'on en a enfin fini avec la réforme des retraites ou le cornu Macron ont encore gagné un coup? C'est parti. Ça y est, la réforme des retraites s'est pliée, le camp social a-t-il enfin eu gain de cause? Mercredi, les députés ont voté pour la suspension de la réforme des retraites, ou plutôt son décalage. Promesse de Lecornu aux socialistes pour éviter la censure, l'article 45 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, prévoit de suspendre jusqu'au 1er janvier 2028 cette marche en avant vers les 64 ans, tout comme le relèvement du nombre de trimestres à cotiser. Socialistes, écologistes, le RN, l'IOT et les démocrates ont voté pour, les macronistes se sont majoritairement abstenus et les insoumis et les communistes ont voté contre. Ils veulent l'abrogation et non son décalage. Les socialistes crient victoire et se disent choqués d'avoir vu des parlementaires de gauche, je cite, voter contre une avancée sociale. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi c'est une victoire cette suspension-là? Cette suspension, c'est en réalité une forme de report, c'est-à-dire qu'à partir de 2027, il y aura un débat sur les retraites qui va s'inviter à la présidentielle, et puis on va voir ce qui va être fait. Donc là, en fait, c'est de dire, voilà, grosso modo, c'est gelé pendant un moment, donc on achète la paix politique, et puis à partir de 2027, 2028, ça repart comme avant. Donc de là à dire que c'est une avancée sociale, non, c'est pas une avancée sociale, c'est une suspension jusqu'en 2027. C'est mieux que rien, mais c'est pas une avancée sociale. J'ai l'impression qu'en fait, le camp social maintenant doit lutter pour revenir sur des destructions d'acquis par Emmanuel Macron. En gros, il faut limiter la casse, mais il n'y a pas d'avancée, juste des empêchements de recul. Ce sera tout l'enjeu de 2027, en fait. L'enjeu de 2027, ce sera de dire, voilà, est-ce que le but, c'est d'avoir une politique qui revient sur ce qu'Emmanuel Macron a fait? On peut parler aussi des cadeaux fiscaux sur les entreprises, de la loi travail, des retraites. Ou est-ce que ce sera un projet qui proposera des avancées sociales, donc qui sera plus émancipateur? Et c'est là qu'est la vraie question, en fait, et c'est là que va être le débat pour moi à l'intérieur des gauches. Est-ce que c'est une gauche qui se dit, voilà, je reviens sur ce qu'Emmanuel Macron a fait et je reviens à la situation initiale qui n'était pas une situation forcément parfaite, ou est-ce que ça va être une gauche qui va demander des avancées sociales et continuer le progrès social qu'il y a eu depuis l'après-guerre, qui s'est arrêté quand même à partir des années 80, on est rentré dans une phase de détricotage. Mais c'est ça le vrai combat. Normalement, à gauche, on doit proposer des avancées sociales. Je sais qu'aujourd'hui, ça semble complètement délirant de se dire qu'on peut s'arrêter de travailler à 60 ans ou de dire qu'on veut réduire le temps de travail ou avoir une semaine de congé supplémentaire. Ça paraît complètement aberrant. En réalité, ce sont des choses que les gens ont obtenues par la force de combats politiques et d'engagement des militants. Oui, parce qu'avant, la gauche se battait par exemple pour la retraite à 60 ans, et là, dans l'hémicycle, pendant le PLFSS, elle se bat pour revenir aux 62. Donc Macron a un petit peu gagné, en fait. Oui. Mais c'est un peu la stratégie d'Emmanuel Macron aussi, comme les 2 jours fériés, de dire on va supprimer 2 jours fériés. En fait, on les supprime pas, regardez, c'est une avancée. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je me souviens... C'est pour oublier d'où on part, en fait. Oui, exactement, mais en 2022, quand on regarde les programmes de gauche, la retraite à 60 ans, il n'y avait que Jean-Luc Mélenchon qui la portait. Anne Hidalgo, c'était le retour à 62. Là, on a l'impression, dans le débat public, avec la petite musique qui s'est installée, que grosso modo, déjà revenir à 62, ou déjà cette suspension, parce que quand on entend les éditorialistes, déjà cette suspension est dramatique, est une erreur fatale. Alors que c'est juste une suspension qui repartira, je veux dire, à partir de 2028. Même si on ne touchait à rien. Donc, juste cette suspension, c'est une erreur fatale. Donc, imaginez-vous demain revenir à 62 et encore plus
Revenir à 60, ce serait quelque chose, je pense, qui serait traité d'une manière complètement folle. Alors qu'en réalité, la vraie question de fond, et c'est celle-là qu'il faut poser, c'est voulons-nous ou pas que nos retraités soient à l'abri de la pauvreté, voulons-nous ou pas avoir un certain nombre d'années de vie en bonne santé payées par l'ensemble des gens. C'est ça les vraies questions de fond, et c'est ça qu'il faut trancher. Or là, d'entrée de jeu, le débat se pose juste sur une question paramétrique, c'est-à-dire est-ce qu'on revient à 62 ou pas, ou 62,5 ou je ne sais quoi. Voilà, ce sera des débats comme ça qu'on aura. Et il n'y a pas la question de fond sur la place que nous voulons donner aux seniors dans notre société, sachant que la France est quand même un pays qui, globalement, même si les données démographiques ne sont pas aussi alarmantes qu'on nous le dit, mais qui vieillit. Justement, parlons-en, rentrons dans le fond. Fait rare, on a pu tendre le micro à Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Ce que vient de faire l'Assemblée nationale, c'est tout simplement retirer un morceau de scotch sur un système des retraites qui prend l'eau de toutes parts. La réalité, c'est que ce système des retraites qu'on a en France, il a été construit à une époque où la natalité explosait, où la population active augmentait, et où il y avait beaucoup moins de personnes à protéger et beaucoup moins de retraités à qui verser une pension. Aujourd'hui, tout a changé. La natalité baisse, la population active diminue, et il y a de plus en plus de retraités dont il faut verser la pension parce que l'espérance de vie s'allonge, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ça n'est plus, et c'est notre conviction, les paramètres qu'il faut bouger, c'est le système qu'on doit changer. Thomas, donc on vient d'entendre Gabriel Attal qui commence déjà à avancer ses pions. Est-ce que le débat sur les retraites part déjà de constats biaisés ? Non mais là oui, ça part très mal. En fait, ça c'est vraiment ce que nous a dit M. Attal, c'est le discours dominant sur les retraites, avec beaucoup d'erreurs. Quand il commence à parler de la natalité, il y a une baisse de la natalité. Alors, il faut vraiment que dans la tête des gens ce soit clair. Ce ne sont pas les enfants qui financent les retraites, sauf si M. Attal veut remettre le travail des enfants. Ce sont les actifs qui financent les retraités. Dans les actifs, il y a effectivement des trous dans la raquette en France. C'est-à-dire que les jeunes ont moins d'emplois et surtout les seniors ont beaucoup moins d'emplois. Alors seniors dans l'entreprise, je parle. Hein. C'est-à-dire à partir de 45 ans, 50 ans, les entreprises jugent que ces salariés coûtent trop cher et souvent les mettent au chômage. Donc là, vous voyez, on pourrait déjà faire en sorte que sur l'organisation du travail, la façon dont on travaille, que les seniors, les entreprises, elles soient moins discriminantes envers les seniors. Et puis après, vous avez des chômeurs. Aussi, vous avez quand même un certain nombre de chômeurs ou des gens qui travaillent, mais qui aimeraient travailler plus, mais on leur donne des contrats précaires. Donc vous voyez, il y a tous ces gens qu'on pourrait faire en sorte de remettre au travail, ce qui financerait le système de retraite. Et après, il y a autre chose que ne prend pas en compte Attal en tombant dans un vieux débat d'économistes, c'est que ce n'est pas que la population ou la population de jeunes qui décide du financement des vieux. Vous savez, en économie, pendant très longtemps, on s'est dit, à l'époque de Malthus, alors ça date vraiment de plusieurs siècles, hein, c'était des premiers débats économiques, on s'est dit, la population augmente trop vite par rapport aux productions de nourriture que nous faisons. Donc à un moment, il y aura des pénuries. Et en fait, il n'y a jamais eu de pénurie. La population a constamment augmenté. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu 7 milliards d'individus sur Terre, il n'y a jamais eu de pénurie. Pourquoi il n'y a pas eu de pénurie ? Parce qu'il y a eu de la productivité. En une heure de travail, on fait 25 fois plus qu'il y a un siècle en France. Et donc là, aujourd'hui, la vraie question, c'est la productivité. Ceux qui travaillent, on parle souvent de l'IA et on nous dit que ça va être une productivité de dingue. Très bien. Si l'IA est une productivité de dingue, c'est qu'elle va permettre de produire plus de richesse et autant que cette richesse soit mise quelque part et pourquoi pas dans les retraites. Donc, il faut prendre en compte plusieurs choses. Donc, c'est les actifs qui financent les retraités. 2, les actifs, il y a des trous dans la raquette et il y a des choses à changer pour que les gens puissent travailler plus, notamment les seniors. Et troisièmement, il y a cette question de la productivité qui est importante. On peut être moins d'actifs, mais si on est plus productif, dans ce cas-là, c'est très bien et on finance parfaitement notre système de retraite. Et la dernière chose, quand il dit oui, l'espérance de vie augmente. Alors il y a l'espérance de vie en bonne santé, il y a les inégalités d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre, où il y a pratiquement 7 à 8 ans d'écart d'espérance de vie. Mais surtout quand on fait une réforme aussi brutale que l'augmentation de l'âge, en passant de 62 à 64, il faut regarder à ce moment-là l'espérance de vie à 60 ans. Et l'espérance de vie à 60 ans ces 10 dernières années, elle augmente quasiment pas, de quelques mois, me semble-t-il, pour les hommes et pas du tout pour les femmes. Ça veut dire que quand on prend 2 ans de travail en plus, on prend 2 ans de travail sur des années de vie qu'on pourrait avoir par rapport à la mort. Donc en réalité, c'est très violent. On l'a vu, Gabriel Attal, il vient de dire le modèle actuel des retraites ne fonctionne pas et il en propose un, on va écouter. Nous proposons un nouveau système de retraite. Un nouveau système de retraite d'abord universel, avec les mêmes règles pour tout le monde, qu'on soit fonctionnaire, indépendant, salarié,
1 euro cotisé, ça doit être les mêmes droits pour tout le monde. On propose que ce nouveau système il soit libre, avec des départs à la carte, sans âge légal de départ, avec seulement une durée de cotisation. Vous décidez de partir très tôt, vous avez peu. Vous décidez de partir plus tard, vous avez une meilleure retraite. C'est très simple comme ça. Et puis un système productif qui assume enfin la capitalisation. Un pilier de capitalisation dans notre système de retraite, c'est ce qui permettrait d'abord aux Français d'avoir de meilleures retraites, comme on le voit dans les pays qui ont la capitalisation. Et c'est ce qui permettrait aussi de financer l'innovation, de financer notre industrie, nos entreprises. Parce qu'aux États-Unis, dans les pays qui ont un système par capitalisation, ils ont des fonds de pension qui financent leur économie, qui financent leurs entreprises et qui financent l'innovation. Et donc on a aussi dans ce système des propositions très fortes qui permettent d'avoir un véritable pilier de capitalisation avec des mesures pour que dès la naissance, chaque enfant reçoive 1 000 € de capitalisation et ensuite que les parents, les grands-parents, en défiscalisant, puissent abonder ce fonds de capitalisation. On propose de booster et d'augmenter les plans épargne retraite, de flécher une partie de l'intéressement et de la participation des entreprises sur la capitalisation en matière de retraite. Voilà ce qu'est pour nous l'essentiel. Et le Premier ministre ne voulait répondre à aucune de nos questions. J'ai donc demandé des précisions à Prisca Thévenot. Ce que j'ai compris des propos de M. Attal, c'est que vous voulez ouvrir la voie à la privatisation des retraites. Ah non, donc vous n'avez vraiment pas compris, donc ravi de répondre à votre question. Nous gardons un système de solidarité. Or, est-ce que ce système de solidarité aujourd'hui fonctionne et est pérenne ? Non. Je pense que nous l'avons suffisamment et largement dit au cours des dernières années et d'ailleurs au cours de gouvernements précédents. L'enjeu que nous avons, c'est de pouvoir regarder lucidement ce que les Français nous demandent. Ils nous demandent de garder une base de solidarité avec un enjeu de capitalisation. Pas simplement pour faire beau et pour faire un slogan, mais aussi pour pouvoir avoir une meilleure lisibilité et puis permettre à chacun de décider, quand il le souhaitera, de partir à la retraite. Thomas, apparemment, moi, j'ai rien compris au projet de Gabriel Attal, donc est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors le projet de Gabriel Attal vise à mettre une dose de capitalisation sur le système de répartition. Ce que des pays font, c'est-à-dire vous avez une partie en répartition, une partie en capitalisation. Déjà, la première des choses qu'il faut dire, c'est que souvent, ce système a pour but d'affaisser l'efficacité sur le long terme de la répartition et de le remplacer par de la capitalisation. On commence toujours par un petit peu, et puis après, de plus en plus, on ouvre la voie à la capitalisation. C'est toujours comme ça. C'est pour faire avaler la pilule, quoi. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, pour faire, comme les Français sont assez réticents au mot capitalisation, quelle que soit la façon dont elle est faite, si c'est des fonds de pension, si c'est d'autres gens qui gèrent ça, un fonds étatique ou je ne sais quoi, ils sont opposés à ça. Donc, il fallait leur donner une petite dotation. Et là, Attal, dans sa réforme, il leur donne 1 000 € à la naissance. Il donne 1 000 € à la naissance. Tu nais, on te donne un compte de 1 000 € pour ta retraite qui peut être alimenté toute ta vie par tes parents. Alors déjà, on sait que ça crée une inégalité parce que tout le monde ne peut pas alimenter un compte de retraite de la même façon, hein. Certains sont pris dans l'urgence du quotidien, n'ont pas d'argent à mettre sur un compte pour leurs enfants parce qu'ils doivent faire d'abord manger leur enfant, quand d'autres ont de l'argent et puis peuvent l'alimenter au fur et à mesure de la vie. Mais ce que propose Gabriel Attal existe déjà dans certains pays. L'Allemagne a une part de capitalisation. Bon, on peut parler du système de retraite allemand, il y a 3 fois plus de pauvres qu'en France. Parce que vous voyez, c'est ça, moi, qui m'embête. Dans le constat, le système de répartition ne fonctionne pas. Comment on mesure qu'une politique fonctionne, une politique publique ? C'est quand on en regarde les effets. Si la réforme de l'ISF avait fonctionné, que ça s'était transformé en investissement, why not ? Il y a eu un effet. Ça n'a pas été le cas. Là, le système de répartition a permis de mettre à l'abri de la pauvreté les seniors. Ce qui n'était pas gagné à l'après-guerre. Ce qui n'était pas gagné. C'est l'anniversaire de la sécurité sociale, les 80 ans cette année. Et là, c'est une des victoires de la sécurité sociale. C'est une des victoires. Nous avons mis les seniors à l'abri de la pauvreté. Et ça, c'est une grande victoire. Donc, ce système fonctionne. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Après, en fonction de changements, le fait, par exemple, de supprimer des postes de fonctionnaires, le fait que des professions, en premier lieu les agriculteurs, diminuent, et donc il fait qu'il y a moins d'actifs pour financer des retraites, parce que le nombre d'agriculteurs a été divisé par 3, fait que l'État doit intervenir parfois pour compenser et fait des transferts. Mais écoutez, c'est un choix. On donne 200 milliards aux entreprises, c'est un choix aussi. À un moment, vous créez une richesse globale et vous choisissez où vous la louez. Alors si des gens vous disent « oui, mais c'est dégueulasse », parce que c'est ce qu'on vous dit, c'est dégueulasse avec le système de répartition, parce que les vieux ont beaucoup d'appartements, ils ont un grand patrimoine. D'accord ? Taxons le patrimoine, on est d'accord ici. Ah oui, mais c'est dégueulasse, parce qu'il y a des super retraites. La retraite de Nicolas Sarkozy ou la retraite de Moscovici, qui sont des retraites à 15 000, 20 000 €. Très bien, la retraite, c'est celle sur la déclaration de revenus. Taxons plus les hauts revenus. Ah ben non, on ne veut pas de ça, nous. Ben voilà. On veut pas de ça. On veut juste qu'on retire des cotisations sur les salaires des jeunes
pour ensuite faire en sorte que les pensions de retraite diminuent. Moi, je n'ai pas cette vision moi, excuse-moi, de la société. Mais donc, ce que propose Attal, là, c'est d'ouvrir à la capitalisation. Alors, outre le fait que quand on propose une nouvelle réforme, on fait parler de nous, de dire, voilà, 1 euro cotisé, ce sera 1 euro, ce sera la même chose pour tout le monde. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron avec la retraite à points à l'époque. C'est beaucoup comparé aux États-Unis. Oui, oui. Et puis ce qu'avait dit Emmanuel Macron, c'est ça à l'époque. Il ne voulait plus des régimes spéciaux. Il a dit, ah non, c'est le point. Alors maintenant, le point, on a vu que les gens n'en voulaient pas, mais c'est la retraite à points, donc il n'y aura plus de régimes spéciaux. Puis il a cédé d'abord pour les policiers. Puis il a cédé ensuite pour l'armée. Donc on verra après s'il tiendra jusqu'au bout, parce que je ne suis pas sûr que les policiers soient contents de ça. Parce que les policiers font des métiers, ou l'armée, ils font des métiers à risque, donc ils partent à la retraite plus tôt. Je ne suis pas sûr qu'ils soient contents de ça. Donc il lâchera petit à petit. Donc on sera dans une espèce d'usine à gaz. Puis je suis sûr qu'à la fin, il introduira, comme l'a fait Édouard Philippe, un âge pivot. Et puis voilà, plus personne n'y comprendra rien. Donc ce qui paraît simple comme ça, et qui n'est pas si simple, soit dit en passant, et présenté par Attal, j'imagine qu'à la fin, il y aura des complications et que ce ne sera pas aussi simple que ça. Et rappelons-le, les pays qui font ça ont des taux de pauvreté des seniors beaucoup plus élevés que nous. Puis on est d'accord que ouvrir avec la possibilité de faire rentrer des entreprises, etc., c'est clairement la fin du système social français. Ces gens-là n'aiment pas le système social français. Ces gens-là n'aiment pas le système social français. Alors moi, j'adore ces enchaînements. Ça fera de l'innovation, etc. Enfin, ça fera surtout de la spéculation. Si c'est géré... Alors, a priori, ils ne veulent pas que ce soit un fonds de pension qui le gère, mais ça fera surtout de la spéculation. Voilà, ça alimentera la spéculation. Et puis après, rappelons-le, encore une fois, que pour avoir une bonne retraite, parce que tout le monde se dit, on aura une meilleure pension. Parce que la pension, contrairement à ce que disaient les gens, la pension de retraite moyenne, on l'a dit, c'est 1 600, 1 700 euros. Après, vous avez des super retraites, et là, effectivement, il y a une question de taxation des revenus. Mais quand les gens vous disent, avec la capitalisation, vous aurez des meilleures pensions. Non, mais peut-être en moyenne, et encore, mais ça dépend. Parce que pour avoir une bonne retraite par capitalisation, il faut avoir du capital à la base. Donc c'est encore la même chose. Probablement que ceux qui n'ont pas de capital auront des pensions de retraite plus faibles. L'avantage de notre système à nous, encore une fois, c'est pas un système où les retraités roulent sur l'or. C'est que le taux de remplacement, le taux de remplacement des salaires est un peu plus élevé sur les bas salaires. Donc notre système, en plus, joue le rôle d'une assurance sociale. C'est une assurance contre la pauvreté. Ce n'est pas quelque chose qui te permet d'être riche, c'est contre la pauvreté. Et c'est en ça que notre système a une efficacité. Après la capitalisation, il y aura des gens qui seront encore plus riches, mais en bas, rien n'assure que leur retraite, leur pension de retraite soit suffisante. Et puis après, quand il dit oui, on va partir à l'âge qu'on veut, je demande à voir. Parce que à la fin, on te dira non, il faut partir à un minimum, et ce minimum, on l'aura au bout de X années, donc on sera toujours dans les mêmes problématiques. Donc méfions-nous des recettes miracles comme ça qui pourraient fonctionner. Moi, j'ai quand même beaucoup de réserves à l'égard de cette proposition. Puis on rappelle que le problème des retraites, c'est surtout un problème de recettes et pas un problème de dépenses. Comme d'habitude, on part du mauvais constat, et donc après, tout le débat est biaisé, mais c'est important de le rappeler. Mais tu as raison de le rappeler. D'ailleurs, M. Braque, qui était l'ancien président du COR, l'avait dit. Alors, du Conseil d'orientation des retraites. Du Conseil d'orientation des retraites. Il a été évincé parce qu'on a dit qu'il a perturbé le débat qu'il y avait eu sur la réforme des retraites. En ramenant des faits et des chiffres. Mais il avait dit plusieurs choses. Il avait dit que le système de retraite n'était pas en danger, n'était pas en faillite, et il avait dit que c'était plus un problème de recettes que de dépenses. Voilà. Bon. J'ai l'impression que dans tout ça, là, dans cette suspension de la réforme des retraites, etc., Sébastien Lecornu, il s'en sort finalement très bien, en fait. Ben, lui, là où il est habile, et on peut lui reconnaître ça, c'est qu'il veut durer. Et il arrive à durer. Contrairement à Bayrou, etc. Et en fait, là où il est malin, c'est qu'il a compris qu'il pouvait en fait presque avoir le PS avec la même chose. Ce qu'avait fait Bayrou pour gagner du temps, il avait proposé le conclave sur les retraites au PS. Puis après, il avait quand même été loin, parce qu'on l'a dit plusieurs fois ici, il a fait la lettre de cadrage, c'est-à-dire c'était un conclave contraint. On a le droit de négocier, mais c'est contraint. Contraint par le budget, contraint par l'âge, donc à la fin, c'est plus un conclave. Donc il avait fait ça. Et avant de dramatiser le trait à la fin, en espérant emporter tout le monde, ce qu'il n'a pas réussi, il a été censuré. Mais là, en leur redonnant cette suspension, finalement, le Cornu a gagné du temps. A gagné du temps, il laisse faire l'Assemblée comme elle le fait, il papote tous, on parle des amendements tous les jours, mais à la fin, tout ça risque d'être détricoté par le Sénat, nous le savons tous. Donc là-dessus, moi, je trouve que, politiquement parlant, même si je ne partage pas son orientation économique, il est plutôt malin. Et on a aussi posé cette question à Marine Le Pen. La suspension de la réforme des retraites, au final, le Cornu s'en sort plutôt bien, non ? Ça, vous avez une belle prescience, vous savez à l'avance ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va surtout se retrouver dans une situation où les masques tombent, là.
tout le monde est obligé de montrer son jeu, si je puis me permettre. Et on va se retrouver avec des incohérences assez lourdes. De ce que j'en sais, en tout cas, des bruits de couloir que je peux entendre. Puisque les LR, qui depuis 1 an n'ont eu de cesse de hurler à la mort concernant la réforme Borne, vont s'abstenir sur la suspension. C'est quand même une lourde incohérence de leur part. Tout ça pour éviter de revenir aux élections. Ça prouve qu'ils apportent beaucoup d'intérêt à leur confort personnel. Je crois savoir qu'un certain nombre de partis de gauche vont voter contre la suspension, alors qu'ils sont eux-mêmes contre la réforme des retraites. Enfin, je ne sais pas si un Français va réussir à s'y retrouver, mais ce qui est sûr, l'explication qui est la bonne, c'est qu'ils font passer leurs intérêts personnels avant l'intérêt des Français. Au Rassemblement national, nous sommes totalement cohérents. Nous sommes contre la réforme Borne. Nous allons donc voter pour la suspension de cette réforme. Moi, ce que j'ai retenu dans cet extrait, c'est surtout que le RN se dit cohérent sur les retraites. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat ? Non, enfin, on a du mal à suivre ce que veut le RN. Alors, ils sont là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, comme elle était contre la réforme Borne, elle est cohérente de voter la suspension, tout en disant que, un peu comme le PS, c'est d'ailleurs ce que dit le PS, hein, mais elle fustige du doigt les LR qui n'ont pas voté la suspension pour d'autres raisons que la LFI. Elle fustige aussi du doigt la LFI qui aurait voté contre. Alors, en fait, chacun y met en fait son interprétation. Ce que dit la France Insoumise, c'est qu'elle a voté contre parce qu'elle part du principe qu'ils ont fait campagne sur la retraite à 60 ans. Et donc, on est loin de ce petit arbitrage, cette petite mesurette de la suspension. Après, les LR, eux, bizarrement, ils votent contre parce que là, ils veulent faire une espèce de majorité gouvernementale. C'est un peu particulier. Et je pense que là-dessus, là où elle n'a pas tout à fait tort, c'est qu'il y a une partie des gens qui ont peur de revenir aussi sur le terrain s'il y avait une dissolution. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'elle arrive encore, Marine Le Pen, à naviguer avec les choix du gouvernement pour dire qu'elle avait finalement une ligne directrice, alors que ce n'était pas aussi clair. Et je pense qu'il y a des gros débats qu'on peut avoir sur la version, et on verra ça en 2027, hein, s'ils sont encore ensemble, sur la version que peut avoir des retraites Jordan Bardella et Marine Le Pen. Parce que, économiquement parlant, les deux il y a des très très grosses différences de programmes. Il y en a sur un plateau, Jordan Bardella nous parlait de retraite à 64, 65 ans. Enfin, il était complètement perdu. En fait, je pense que Jordan Bardella, il essaie de dire que pour les gens qui ont des carrières longues, il faudrait qu'ils partent plus tôt, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Mais en fait, après, comme il ne veut pas vexer le patronat, qui veut absolument qu'on parte de plus en plus tard à la retraite, il tient une forme de double position. Et là-dessus, ce serait bien d'avoir la position très claire du programme, du RN, de 2022 et de 2027 sur la question des retraites. Répartition, oui ou non. Âge de départ, on nous explique. Nombre de trimestres de cotisation, nombre d'années de cotisation, on nous dit. Ce serait important d'avoir ça. Parce que là tu es en train de demander le programme économique du RN. La dernière fois que je leur ai posé la question, ça leur a pas trop plu. Donc, faut faire attention. Parce que je pense qu'il est en cours de transformation. À chaque quinquennat, il se transforme. Enfin, ils improvisent déjà. Oui, ils improvisent. Mais là, comme ils sont... Finalement, pour eux, ils n'ont jamais été aussi proches du pouvoir, là, en termes de... Donc là, ils essaient de faire un espèce de programme économique sur mesure. Moi, je connais bien celui de 2022, qui n'avait rien à voir avec celui de 2027. J'ai hâte de voir à quoi ressemblera celui de 2027, sachant que pour le moment, comme je l'ai souvent dit, hein, les budgets, les contre-budgets qu'ils présentent, il y a une exagération sur les économies qu'ils pourraient faire en dépenses avec la priorité nationale, avec le fait de moins donner de prestations aux étrangers, etc. Et les baisses de recettes, les baisses de fiscalité qu'ils promettent aujourd'hui au patronat. Puis on rappelle que pendant la grosse mobilisation retraite, le RN, on ne les a pas vus. Hein. Franchement, gros silence radio de leur côté pendant les milliers de manifs. On rappelle que toutes ces discussions ont eu lieu dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le PLFSS. Et il va falloir quand même le voter en entier pour que la suspension dedans passe. Est-ce que le budget dans son global, pour l'instant, car il reste encore le Sénat, puis le retour à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il est satisfaisant pour toi? Parce qu'on parle que de la suspension de la réforme des retraites, mais il y a d'autres choses dans ce PLFSS. Il faut quand même noter que les députés ont voté contre le gel des prestations pour 2026. Oui, bien sûr. Donc revenir à la normale, en fait, comme d'habitude. Non, mais en fait, le gel des prestations, notamment des retraites, finance la suspension et même plus.
En fait, la suspension, c'est une petite économie de quelques centaines de millions d'euros. Alors, il y a tout un tas de calculs qui t'expliquent les gains. Enfin, moi, je regarde vraiment sur le budget. C'est grosso modo 300 millions d'euros et puis un peu plus d'1 milliard l'année suivante. Mais le gel des pensions de retraite, là, on est sur une économie qui couvrira complètement et plus cette suspension. Hein. Donc, c'est les retraités eux-mêmes qui vont payer la suspension. Ça, il faut le dire, hein, c'est très important. Après, le budget de base, c'est une économie de 30 milliards, un peu plus faible que la dernière fois. Là, il y a eu plein d'amendements dans tous les sens. Mais comme je le dis, moi, je pense que la stratégie de base, la suspension, elle y sera, parce que M. Lecornu a fait une lettre rectificative. Mais la stratégie de base, c'est de faire comme si la démocratie s'exerçait à l'Assemblée, avec une espèce de grande pièce de théâtre, hein. Tu vois, la Commedia dell'arte, où tout le monde pense qu'il a eu son gain, etc., pour justifier le fait qu'il ait voté, enfin, qu'il soit resté ou qu'il n'ait pas censuré le gouvernement. Donc on en est là. Et après, il y a le texte qui va bouger, qui va aller au Sénat, qui va aller en commission paritaire mixte, et on va voir ce qui va en rester. Et ça risque d'être fortement détricoté. Et d'ailleurs, le sénateur Larcher, parce que le Sénat est majoritairement à droite, hein, le sénateur Larcher l'a plus ou moins dit l'autre fois qu'il allait avoir... Ils allaient durcir le PLFSS. Bah, bien sûr. Donc, à la fin, si ça dure trop de temps, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va passer par ordonnance. Et par ordonnance, on aura le texte initial. Alors, on aura certes la suspension, parce qu'elle est rectificative, mais on aura les 30 milliards d'économies. Ouais. Voilà. Donc, 30 milliards, c'est un budget austéritaire. Je sais qu'on n'a plus le droit de le dire maintenant. On doit dire autre chose, mais quand vous faites 30 milliards d'économies, c'est de l'austérité ou de l'économie ou de la consolidation budgétaire, mais c'est la même chose. Hein. Oui, donc il y a la suspension pendant 2-3 ans de la réforme des retraites, mais derrière, on va payer nos médocs, avoir moins de budget pour l'hôpital, etc. Voilà, etc. De toute façon, on commence à connaître la chanson. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette bataille qu'on essaye de nous faire croire des jeunes contre les vieux, les jeunes qui vont porter le fardeau des retraites, etc. Ouais, moi, je trouve ça hallucinant, parce que c'est vrai que ce débat monte de plus en plus, mais touche aussi des gens des classes populaires, parce que c'est le débat simple de dire regardez la différence entre le brut que vous avez et le net, il faut supprimer des cotisations. C'est un débat simple et vous aurez votre salaire qui augmente. Alors déjà, c'est pas sûr, hein, parce que le jour où les cotisations sont supprimées, je suis pas sûr que les gens le complètent. Je suis pas sûr de ça. On n'est pas sûr. Hein. Vous voyez, c'est pas sûr que ça augmente le salaire. Il est possible qu'après les entrepreneurs en profitent pour payer moins les gens et ainsi de suite. On connaît la chanson. Voilà, on connaît très bien la chanson et que finalement ce gain-là aille plutôt dans les poches de quelqu'un d'autre plutôt que le salarié. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que j'en dis pour moi beaucoup de notre société en fait. C'est-à-dire que vraiment, la guerre des générations ne dérange pas les gens. Enfin, une société qui traite aussi mal ses seniors quand même. Je veux dire, qui est prêt à en venir aux mains. On en est là. Hein, baisser les pensions, augmenter le taux de pauvreté des seniors. Je me demande si c'est une société qui va bien, parce que faire société, c'est ça. C'est ce que nous avons fait à l'après-guerre. Nous avons décidé que quand des gens étaient malades, nous devions leur payer leurs médicaments. Mais moi, je ne suis pas malade, je suis jeune, mais je vais payer peut-être les médicaments de quelqu'un qui est malade. C'est ça que nous avons choisi. Que quand quelqu'un est au chômage, on considère que ce n'est pas de sa faute, tout comme la maladie, qu'il est écarté du marché de l'emploi, et donc on va mettre une petite partie pour lui payer son assurance qu'il a lui-même cotisé avant. Oui, qu'il a cotisé, mais c'était ça l'idée de prélever une partie sur les salaires, et de le consacrer à l'assurance chômage, de le consacrer à l'assurance maladie, et de le consacrer aussi aux retraites, en se disant que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie a le droit d'avoir une partie de sa vie où l'ensemble de la société ont contribué pour qu'il puisse terminer sa vie en beauté. Et aujourd'hui, des gens trouvent ça complètement anormal. Et vous voyez, donc là, on voit bien que c'est le gain de la société individuelle. C'est-à-dire, moi, je travaille, c'est pour moi. Et puis, si je dois payer quelque chose et que j'ai les moyens, je le fais pour mes parents. Et si je n'ai pas les moyens, ils travailleront de toute façon, mes parents, c'est leur problème. On est entré vraiment plein pot dans la société individuelle où chaque personne, il n'y a plus de société. Margaret Thatcher, elle a gagné quand elle dit il n'y a plus de société avec des individus. C'est ça de plus en plus, c'est qu'il y a que des individus. On ne veut plus payer pour les malades parce que c'est pas moi qui suis malade, pourquoi je paierai pour lui ? On ne veut plus payer pour une autoroute ou une école qui va être dans une autre région, c'est pas moi qui en profite, pourquoi j'aurais payé pour ça ? On est vraiment tombé là-dedans. Et je trouve ça très triste. Je trouve ça très triste et je pense qu'il faut lutter, il faut que les gens se ressaisissent un petit peu là. C'est-à-dire que moi, on est content de payer des impôts pour des services publics, on est content d'avoir des cotisations pour les retraités. C'est ça, faire société. C'est pas se dire c'est moi qui dois payer pour mes parents et s'ils payent pas, ils iront travailler et j'ai envie de payer que sur ce que je reçois. C'est pas possible de réagir comme ça. Et ça, on voit bien que l'individu dans notre société française a été travaillé depuis longtemps par on va dire les politiques économiques, les émissions qu'il a regardées, qui font que les gens veulent penser qu'à eux en tant qu'individus et pas à la société comme elle devrait fonctionner.
Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite et historique, et face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média est en pleine riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. Nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants, et cette bataille pour la démocratie nous concerne tous et tous. Alors signez et faites signer la pétition sur tnt-d-1d.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.